Bien. Ben voilà, moi je suis donc Corentin Boulet, je suis actuellement donc psychologue clinicien et postdoctorat à l'Université de Lausanne, au laboratoire LARP-CIDIS, et également membre associé du laboratoire Interpsy à l'Université de Lorraine, à Nancy. Donc je voudrais parler aujourd'hui, essayer d'illustrer à partir de données récoltées pendant ma thèse, l'intérêt de la Q-méthodologie et de la méthode du cas unique pour justement pouvoir faire le pont entre les approches à la fois qualitatives et en même temps quantitatives. Donc cette question-là, elle s'est posée de la prise de conscience, en quelque sorte, des enjeux liés à la question de l'évaluation des psychothérapies, notamment des évaluations de l'efficacité, qui font débat actuellement et depuis un moment, puisque la question de l'évaluation va aussi guider la question des recommandations des bonnes pratiques, et on peut avoir aussi parfois entendre que certaines approches seraient supérieures à d'autres, alors que d'autres seraient davantage critiquables. Je pense notamment à la psychanalyse, dont on va dire que souvent, on peut encore entendre que c'est une approche qui refuse le processus d'évaluation, dont l'objet serait inobservable, dont la standardisation des méthodes serait impossible. Et donc, c'est aussi auprès de cette discipline-là que la question de l'évaluation se veut aussi particulièrement pertinente et importante. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même des preuves d'efficacité de cette orientation comme des autres, qui sont alors souvent peu connues ou reconnues aussi en ce qui concerne la psychanalyse, et qui sont à mettre en évidence. Sur cette question de l'évaluation, on a l'étude INSERM de 2004 en France notamment, qui a suscité beaucoup de débats, mais notamment un qui est celui de mettre en question la méthode d'évaluation des psychothérapies. D'une part, certains auteurs vont mettre en évidence que les études contrôlées randomisées seraient un modèle peu efficace pour évaluer les interventions complexes dont relèvent les psychothérapies. Ils vont même jusqu'à parler de la capacité des ECR à évaluer des chimères de laboratoire, c'est-à-dire des thérapies telles qu'elles ne se pratiquent pas réellement dans la réalité et qui évaluerait aussi les effets sur des patients tels qu'on ne les rencontre pas non plus tout à fait. Il y a aussi des questions qui demeurent après les études d'efficacité sur le comment et pourquoi une thérapie fonctionne. Et ça, c'est les études sur les processus qui vont nous permettre de répondre à ces questions-là, sur les études sur les processus et en contexte naturaliste. Avec les premières études sur les processus, donc qui s'intéressent à ce qui se passe, aux ingrédients qui se produisent à l'intérieur de la psychothérapie, on arrive notamment, entre autres grands résultats, à produire des prototypes thérapeutiques, c'est-à-dire essayer d'identifier quels sont les ingrédients particuliers qui vont opérer dans une thérapie psychanalytique, dans une TCC, dans une thérapie systémique, etc. Et parmi ces grands résultats étonnants, notamment Princeps, j'en ai évoqué quelques-uns ici, mais qui ne sont pas réductibles à cela. Notamment, il y a cette idée qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'un psychothérapeute va dire qu'il fait une psychanalyse ou une TCC qu'il ne fait qu'une psychanalyse ou une TCC. Souvent, il y a un ensemble d'ingrédients qui viennent se mêler dans la psychothérapie. Il y a aussi un résultat assez étonnant et toujours intéressant à mentionner, c'est cette idée selon laquelle les ingrédients spécifiquement psychanalytiques sont assez régulièrement retrouvés comme étant des facteurs principaux qu'on retrouve dans les thérapies efficaces. Voilà. Je ne sais pas comment cette donnée-là peut évoluer depuis les études d'Ablon et Jones, mais c'est une donnée intéressante. Du coup, ce qui me mène à dire que la Q-méthodologie et l'étude de cas sont des contrepoints rigoureux sur le plan méthodologique qui peuvent permettre justement d'essayer d'étayer, de proposer un contrepoint à la question des études contrôlées randomisées. L'étude de cas, la Q-méthodologie permettent de décrire les phénomènes thérapeutiques qui émergent en contexte naturaliste. L'étude de cas permet aussi la vérification d'hypothèses, la formulation d'autres hypothèses. C'est une méthode, si elle respecte un certain nombre de règles, donc notamment l'analyse intensive de cas uniques et d'autres, qui est rigoureuse aussi pour décrire ce qui se passe en thérapie et plus adaptée, et qui peut aussi s'adapter à plusieurs enjeux, et que j'utilise là spécifiquement puisque je vais traiter d'une thérapie psychanalytique, parce qu'elle répond à deux enjeux fondamentaux. Le premier étant de révéler la singularité du cas, c'est l'enjeu de la psychanalyse, c'est de révéler ce qu'il y a de singulier dans un cas, le cas unique permet ça, et d'accéder aussi à un processus de standardisation et de réplication des cas étudiés. Et ça, c'est la Q-méthodologie qui va permettre de soulever cet enjeu-là. Alors, la Q-méthodologie repose sur ce qu'on appelle les Q-sortes, qui sont des échelles qui visent à catégoriser un phénomène, à décrire un phénomène à partir d'une échelle composée d'un certain nombre d'items et qui va permettre de classer, de catégoriser l'importance qu'ont chacun de ces items dans le phénomène en question.
Dans le champ des psychothérapies, c'est le Psychotherapy Process Q7 qui est un peu voilà, dont je vais essayer de parler, et notamment de la version pour adolescents qu'on appelle l'APQ, l'Adolescent Process Q7. C'est une échelle composée de 100 items permettant de décrire le processus thérapeutique à partir de l'attitude du thérapeute, de l'attitude du patient et de la relation, de l'atmosphère qu'il y a entre les deux. Donc chaque item se présente comme une formulation proposée sur la psychothérapie et il s'agit de caractériser chacune de ces 100 propositions en fonction de si elle a un poids important dans la psychothérapie ou au contraire si elle a un poids dérisoire, quelque chose auquel on ne s'intéresse pas. Donc l'unité de mesure à chaque fois c'est la séance de psychothérapie. On s'intéresse à une séance complète avec un patient et on va coter chacun de ces 100 items. Et à la fin, on aura donc un tri, c'est pour ça qu'on appelle ça un Q-sort. On aura un tri qui regroupe en premier lieu les items les plus importants, qui sont donc la photographie des processus importants de la psychothérapie, les plus saillants. En général, on va conserver par cotation 10, 15, voire 20 items pour les études qui prennent en compte un grand nombre d'items. Donc, avec la Q-méthodologie, ensuite, on peut s'intéresser à ces données-là, aux données issues des Q-sorts, à partir d'études de cas, pour aller décortiquer vraiment quels sont les processus intéressants dans la psychothérapie. Mais on peut aussi procéder par analyse factorielle en regroupant les cas entre eux, et on peut sortir à partir de là des typologies, par exemple, donc essayer de trouver quelles vont être les caractéristiques importantes en thérapie d'adolescents ou avec un thérapeute, par exemple, d'orientation psychanalytique ou TCC. On peut regrouper de cette manière-là. Et donc, c'est une méthode qui permet de réduire l'écart entre approche quantitative et qualitative. Donc là, je mets un exemple pour que ça soit parlant. L'item 90 de l'Adolescent Psychotherapy Q7 nous dit « Les rêves et les fantasmes de l'adolescent sont discutés ». Et le travail du cotateur, en général des cotateurs, puisqu'on fait ça en groupe de pairs, va être de déterminer si, pour la séance étudiée, l'item a une grosse importance ou au contraire s'il a peu d'importance. Voilà, donc on peut imaginer, c'est vrai que c'est un item qui revient beaucoup dans les thérapies psychanalytiques, qui va quand même être un item fondamental dans ce type de psychothérapie. Donc là où je veux en venir, c'est essayer d'illustrer l'amplitude des données qu'on peut produire avec APQ et Q-méthodologie, de révéler, de mettre en évidence comment, à partir de l'étude de cas, on peut à la fois accéder à un niveau de granularité clinique extrêmement fin et en même temps accéder à une perspective de généralisation. Et donc participer, in fine, en fait, à la réflexion sur l'évaluation des psychothérapies psychanalytiques. C'est encore très régulièrement secoué par un certain nombre de débats encore très actuels. Donc, sur le plan méthodologique, ces données, elles sont issues d'une thérapie groupale à médiation par l'écriture. Donc, c'est aussi le choix d'étudier des thérapies contemporaines, entre guillemets, des thérapies groupales, des thérapies qu'on voit de plus en plus aussi émerger dans les institutions de soins. Donc, je me suis intéressé à 7 adolescents pour lesquels j'ai coté 3 fois en fait, l'adolescent de psychothérapie Q7, au début, au milieu et à la fin de la thérapie. Ce qui fait qu'à chaque fois, on a une perspective cas unique, longitudinale, qui permet de repérer un petit peu, de suivre à la trace le processus de changement et ensuite d'accéder à un processus plus quantitatif. Donc, dans un premier temps, les résultats que je voudrais présenter sont ceux de David, un adolescent que j'ai rencontré dans ce contexte-là. Là, c'est vraiment des données entre parenthèses. Voilà, je me suis aussi intéressé en fait à l'efficacité entre guillemets, ou plutôt aux résultats obtenus par la thérapie pour servir de base et pour aussi essayer de dresser des hypothèses entre le lien qu'on peut faire entre d'un côté les processus émergents et de l'autre côté les effets de la psychothérapie. Et on voit là pour David que la psychothérapie a eu des effets notamment sur les relations amicales, la qualité des relations amicales, sur la tolérance aux affects, l'insight et la capacité de résolution de problèmes, les mécanismes de défense. Sur le plan des processus, l'APQ nous relève la chose suivante. Il nous relève les items, les processus qui ont été stables au cours du temps. C'est-à-dire que ce sont là, vous voyez, les items que j'ai retrouvés de manière récurrente au moment des 3 évaluations. On voit notamment, alors je vais grossir un peu le trait. Ce qu'on peut dire de cette psychothérapie-là, c'est que David est un adolescent qui est très agité dans la thérapie, qui néanmoins a quand même tendance à beaucoup solliciter l'étayage du psychothérapeute. On est dans une thérapie aussi où l'humour est très utilisé et très présente et où il y a quand même une capacité réflexive de la part de l'adolescent qui va lui permettre de parler de son expérience émotionnelle, de ses expériences sexuelles aussi parfois, de ses rêves, de ses fantasmes. Ça, ce sont les processus globaux. Maintenant, dans une perspective longitudinale, j'ai mis simplement les 5 items les plus importants pour David à chaque relevé, en fait, à chaque cotation. Je vais essayer encore une fois aussi de les synthétiser. Ce que j'ai pu relever, c'est que au tout premier temps de la psychothérapie, c'est
d'abord les processus d'agitation psychomotrice qui étaient au premier plan du tableau clinique pour David, qu'il s'agissait davantage de contenir, d'essayer d'encadrer, d'étayer via l'attitude thérapeutique. Avec le temps, David développe davantage une position réflexive, une capacité réflexive vis-à-vis de ses éprouvés internes, de son expérience subjective. Et ça, c'est un peu l'évolution qu'on voit sur le plan processuel, c'est-à-dire qu'on passe d'un état où l'adolescent est très agité à un état où l'adolescent devient capable aussi de verbalisation d'un certain nombre de choses sur le plan interne subjectif. Donc, les données liées à l'APQ, elles permettent d'accéder aussi à une perspective comparative, puisque l'APQ est une échelle standardisée qui permet donc de répliquer un peu les observations. Si j'ai choisi le cas d'un, les résultats sont à peu près similaires, même si les items sont, les items processuels sont un peu différents. Ce qui me conduit à un moment donné à poser une hypothèse, c'est-à-dire l'intervention, la pertinence de considérer les items notamment 90, le fait qu'on discute des rêves et des fantasmes, l'item 74, l'humour dans une psychothérapie d'adolescents, qui peuvent être associés, alors entre autres, qui peuvent être associés à l'émergence, en tout cas dans ces deux psychothérapies-là, d'une meilleure qualité, d'un meilleur sentiment lié aux qualités, à la relation, aux relations amicales, à l'insight, à la résolution de problèmes, etc. Là, c'est essayer de faire des hypothèses sur le plan qualitatif entre les deux phénomènes. Voilà, là, il y a les médiateurs communs pour... en fait, ce que je disais juste avant, là c'est les médiateurs émergents communs, c'est les processus qu'on a retrouvés de manière stable dans le temps chez les deux adolescents. Là, vous avez un peu le tableau. Donc, le fait que les rêves et les fantasmes soient discutés, que l'humour soit utilisé, que aussi les expériences sexuelles soient discutées, les relations sentimentales également. Et donc là, voilà, c'est ce qui nous permet d'essayer de faire le lien avec l'émergence des résultats. Dans une approche quantitative cette fois, donc là on sort un petit peu de la perspective cas unique. Il s'est agi donc pour moi à ce stade-là de regrouper l'ensemble des 21 cotations recueillies auprès de chacun des 7 adolescents pour voir si des structures d'interaction émergeaient, pour voir si des typologies de relations et de processus émergeaient. Et c'est ce qu'on a observé. Donc, à partir de l'analyse factorielle, on voit un modèle en 3 facteurs émerger, ce qui veut dire qu'au sein de notre psychothérapie groupale, au sein de ces 7 adolescents et au cours du relevé de ces 21 cotations, on voit qu'il y a 3 grandes tendances relationnelles, interactionnelles qui émergent dans cette psychothérapie groupale. La première, elle désigne un adolescent qui va s'exprimer de manière très vive, très spontanée, très agitée aussi sur le plan psychothérapeutique. La deuxième, elle va à l'inverse décrire un adolescent qui va être très silencieux, très en retrait sur le plan de la relation et presque effacé aussi dans la psychothérapie, dans un retrait relationnel très manifeste, avec le thérapeute qui, à l'inverse, lui, va être davantage directif dans la psychothérapie, qui va être plus contenant et va essayer de structurer davantage le processus, le processus relationnel. Et la troisième structure d'interaction nous renseigne sur un adolescent qui, à la fois, développe des comportements agités, désorganisés, et en même temps une capacité réflexive assez certaine qui lui permet de verbaliser un certain nombre de choses sur son vécu interne. Et donc là encore, on peut essayer de faire des liens entre les résultats sur la qualité des relations amicales, sur l'insight, etc., et ces structures d'interaction. Et en fait, il est assez manifeste dans cette recherche que les structures d'interaction 1 et 3 sont assez liées quand même à l'émergence de résultats positifs sur la qualité des relations interpersonnelles notamment et sur la capacité de résolution de problèmes, là où on observe finalement assez peu de résultats positifs pour les adolescents inscrits dans la structure d'interaction 2, c'est-à-dire que dans cette structure d'interaction-là, finalement, on s'est aperçu que c'était assez peu, enfin voilà, ce qui se passait était assez peu efficace quand même. Bon, là, on s'extrait encore de ces données, liées aux adolescents, puisque moi, il me semblait intéressant, à partir de là, j'avais des données quantitatives auprès qui concernaient une psychothérapie spécifique qui n'avait jamais été étudiée par le passé. Et je me suis dit, il peut être intéressant, vu que l'échelle est standardisée, d'aller regarder que disent les prototypes thérapeutiques dans les études antérieures. Parce qu'il y a des études pour les psychothérapies d'adolescentes qui ont bien montré quels étaient les ingrédients spécifiques d'une psychanalyse, d'une TCC, d'une thérapie fondée sur la mentalisation, etc. Et j'ai essayé de confronter en fait les structures d'interaction que j'avais recueillies pour voir si toute la psychothérapie était, comme je le pensais, psychanalytique, ou bien si elle allait puiser des ingrédients dans d'autres psychothérapies.
Le résultat important, c'est de noter que d'une part, effectivement, c'est une thérapie en patchworks, un peu comme toutes les psychothérapies d'adolescents, comme je pourrais le souligner plus tard. Donc, il va recourir un peu à tout un tas de stratégies, tout un tas d'ingrédients psychothérapeutiques. Et on voit aussi que, que cette modulation-là, elle dépend des structures d'interaction. Par exemple, la structure d'interaction 2, dont je vous parlais, avec les adolescents qui étaient peu dans l'échange, peu dans la verbalisation, qui étaient très en retrait, eh bien finalement, les stratégies, les ingrédients étaient plutôt assimilés à des ingrédients liés à des thérapies cognitivo-comportementales. À l'inverse, la structure d'interaction 1, on voyait qu'il y avait des ingrédients qui étaient issus de tout un panel de psychothérapie et pas purement localisés dans une seule des psychothérapies. Et du coup, après ça, ce qu'on peut faire, c'est aussi essayer de mettre en évidence des processus qui vont être spécifiques, qu'on ne va pas retrouver dans d'autres psychothérapies, mais qui vont être spécifiques à cette thérapie-là, donc bien particulière, qui est celle d'une thérapie groupale par l'écriture. Voilà, en discussion, ce que je peux essayer de souligner, c'est que dans les grands résultats, dans le champ psychanalytique, ce que ça nous permet de mettre en évidence, c'est que cette médiation-là, cette thérapie-là, elle va s'appuyer sur l'interaction entre, d'une part, l'agitation et la malléabilité, l'adaptabilité du thérapeute à chacune des situations. On peut mettre en évidence, comme je le montrais juste avant, les facteurs communs et des facteurs spécifiques aussi dans cette médiation. Et donc, on s'aperçoit que cette thérapie-là est aussi, comme d'autres thérapies, comme les psychothérapies d'adolescents en général, une thérapie à multiples facettes qui, même si elle se revendique d'un modèle thérapeutique, finalement, va puiser dans un ensemble, parfois à son insu aussi, dans un ensemble d'ingrédients. Sur le plan méthodologique, le cas unique et la PQ sont une association qui permettent donc comme ça de moduler les niveaux de granularité clinique et de données auxquelles on veut accéder. C'est aussi se donner la possibilité d'utiliser un langage riche, mais également commun, panthéorique sur le plan des modèles thérapeutiques et standardisé pour comparer des psychothérapies entre elles, mais aussi des modèles thérapeutiques entre eux, pourquoi pas. Et ça favorise du coup une compréhension mutuelle interapproche des processus qui occurrent à l'intérieur d'une psychothérapie. Parce que c'est souvent aussi des fois un obstacle qu'on peut rencontrer entre cliniciens, entre chercheurs, etc., c'est la différence des langages. Et là, du coup, c'est un des outils qui permet aussi de lever parfois ce problème-là. Donc, c'est un design méthodologique qui peut se trouver indiqué dans le champ de l'évaluation des processus en psychothérapie, adapté aux thérapies psychanalytiques, puisque justement, il relève un peu, il révèle un peu les enjeux entre intérêt porté à la subjectivité et perspective généralisante. Il peut aussi être favorable, ce modèle, à un rétablissement du dialogue en fait, sur le plan théorique entre différentes approches psychothérapeutiques. Voilà, je donne aussi quelques limites à l'étude, évidemment. Pour les personnes qui connaissent les QSORT pourront identifier que l'APQ n'est pas forcément le modèle l'outil le plus adapté à une thérapie groupale. On aurait pu utiliser la version pour enfants, mais du coup, on occultait aussi la version pour, l'aspect du pubertaire, l'aspect de l'adolescence dans l'étude de cette psychothérapie. Donc, ce qui me fait penser qu'en fait, le développement des QSORT pourrait aussi être étayé autour de la question des thérapies groupales, puisqu'on sait qu'elles sont quand même de plus en plus répandues aussi au niveau institutionnel, et ce genre de dispositif n'existe pas encore vraiment tout à fait pour les thérapies groupales. Voilà, je vous remercie. Bon, peut-être moi je vais en poser une. Dans le Change Research Process, on a insisté sur la question du contexte et en fait avec le PQ-SORT, on va repérer certaines interventions qui sont dominantes du thérapeute, mais on ne nous donne pas le contexte. Enfin, moi, j'ai été un peu déçue. C'est la même méthodologie que les Turin avec le psychodynamique, l'échelle de fonctionnement psychodynamique. Et j'ai participé au réseau, donc j'ai fait ce type de recherche comme ça. Bon, j'étais un peu déçue. Hein. Oui, tout à fait, vous avez raison. Puis j'y pensais tout à l'heure aussi en écoutant vos interventions à la question du contexte. Et là, je l'occulte dans cette présentation-là, mais ce qu'il faut que je dise et que je n'ai pas dit, c'est que ces données-là, elles s'inscrivent dans une recherche qui est un peu plus outillée aussi et qui repose de manière importante sur l'analyse intensive de cas uniques. Donc avec toute la formulation du cas, effectivement, c'est une méthodologie qui a beaucoup à voir avec la méthodologie développée par les Turin. Et donc l'analyse intensive de cas uniques, elle est place là-dedans et on essaye effectivement de parler du contexte. Mais du coup, on peut se demander qu'est-ce qu'apporte le PQ-SORT, l'outil de Jones, à la formulation du cas.
Ouais. Bon, dans l'idée que j'en avais, c'est vrai que l'intérêt me semblait reposer justement sur la possibilité après de rendre ces données-là, en tout cas quand une recherche est menée, là en ce qui me concerne dans le champ psychodynamique, psychanalytique de manière assez claire, de pouvoir aussi rendre ces données comparables au-delà en fait de cette approche-là. Moi, je trouvais que c'était effectivement l'intérêt aussi du PQS. Voilà. Alors, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est juste qu'il y a une question qui a été en ligne au sujet de l'intervention d'avant. Voilà, donc je vous laisse terminer pour les questions pour vous et après je. Non, mais bonjour, en fait, je voulais juste vous demander, parce que par rapport en fait, aux structures, du coup, dans mes factoriels en fait, interactives, en fait, on peut le faire quelles que soient les échelles ou pas? Je veux dire, en fait, est-ce que c'est des profils qui peuvent être utilisés? Enfin bon, peu importe les échelles qu'on fait, c'est-à-dire que en fait, on regroupe les sujets entre eux pour voir s'il y a des corrélations de groupe. Et dans ce cas-là, en fait, est-ce qu'on peut faire avec plusieurs échelles, en fait, ou si ou si ça doit être fait avec des échelles particulières? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais c'était en fait au niveau méthodologie. Est-ce que du coup, en fait, on peut développer des profils en fait a posteriori, justement, en fait, en faisant passer des échelles Ouais. Alors, en fait, à une population, et puis du coup, en fait, avoir des sous-catégories. Je ne sais pas si je suis clair. En fait, en mélangeant les outils, justement, pour voir du coup là s'il y a des choses en commun, et puis des profils. alors, ces analyses-là, elles peuvent être faites effectivement, elles ne sont pas liées spécifiquement à. L'important n'est pas ce cadre-là psychothérapeutique. Si on avait davantage de données, si on avait étudié, enfin voilà, si on avait une population plus large, si on avait davantage de groupes, on pourrait faire tous ces croisements aussi. Effectivement, là simplement. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'utiliser cet outil-là non plus. La méthodologie, donc c'est la méthodologie Q qui s'appuie sur les Q-sorts, mais c'est vrai qu'on aurait pu utiliser d'autres Q-sorts que l'adolescente psychothérapie Q7. L'important est de regrouper des données qui soient catégorisées, de regrouper un certain nombre d'items qui vont caractériser le processus et puis de les catégoriser. Et puis ensuite, on peut rentrer ça dans le processus d'analyse factorielle. Donc c'est purement méthodologique, ça ne dépend pas de l'outil, en fait, c'est purement méthodologique, c'est la manière dont on s'y prend pour regrouper. L'outil suit une philosophie a été développé dans la philosophie de la méthodologie Q. Mais du coup, voilà, c'est cette méthode de recueil qui permet de conduire à ces données-là. Mais l'outil peut être changé s'il respecte les mêmes critères de construction. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse est claire pour le coup. Il y avait une question derrière. Bonjour, merci pour la présentation déjà. Donc vous avez partiellement déjà répondu à la question que je vais poser. Vous avez parlé donc du Q-sort et j'aurais aimé savoir si c'était dans une orientation spécifique, d'une part, et d'autre part, si on pouvait l'utiliser pour des pathologies, par exemple, évaluer des psychothérapies sur des pathologies. Alors, du coup, effectivement, oui, le Q-sort, comme je disais, l'intérêt est c'est un outil écrit dans un langage panthéorique, c'est-à-dire qui permet de, comment dire, et puis sa formulation aussi permet de s'intéresser à, que ça soit à des psychanalyses, à des TCC, à des thérapies systémiques. C'est-à-dire qu'il est suffisamment large et suffisamment bien fait sur le plan de la construction pour permettre de rendre compte d'une thérapie, voilà, n'importe quelle, non, je pense que j'exagère un peu en disant ça, mais d'un grand nombre de psychothérapies. Donc on peut l'utiliser. Et puis, oui, l'intérêt évidemment de pouvoir le mettre en lien aussi avec des échelles d'évaluation des effets pour pour voir quels processus peuvent être impliqués dans le changement au regard de telle ou telle pathologie. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est des adolescents qui étaient pris en charge sur un lieu de placement type MEX et qui étaient plutôt concernés par des problématiques de troubles du comportement, de passage à l'acte, des choses de cet ordre-là. Ouais. Voilà. Merci.
Moi, du coup, je me demandais, est-ce qu'on a des exemples d'études qui utilisent donc le PQS ou une méthodologie QSORT dans des cas où la psychothérapie ne marche pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a des ratés dans la psychothérapie? Parce que là, du coup, c'est des cas où visiblement ça marche et ça marche bien. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté aussi? Alors, c'est une bonne question parce que je ne peux pas répondre parce que j'en ai aucune idée si ça existe ou pas des études qui mettraient particulièrement en évidence les processus impliqués dans les thérapies qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Bah là, ces données-là révèlent un petit peu quelque chose parce que c'est vrai qu'il y a des effets qui ne sont pas très saillants pour certains adolescents de cette psychothérapie-là. Mais à entendre votre question, je pense à un article de Thomas Rabéron qui est paru en 2020, je crois, où il parle du phénomène, donc il fait une revue de la littérature un peu sur la question de l'évaluation des psychothérapies, et il parle du concept de superpsy et de pseudopsy. Et, et peut-être que dans ces articles-là, il y a des pistes de réflexion sur cette question, sur qu'est-ce qui est impliqué dans une thérapie qui ne fonctionnerait pas, et puis voilà, hop là. Puis quand bien même, ce serait aussi à définir du coup. Ouais, voilà. Ok. Pardon, il va juste y avoir une question pour Arthur Béquignon que je vais lire parce que c'était une question en visio. Donc, je vous la lis. Donc, bonjour. La notion d'objectif avait déjà fait couler de l'encre lors de la fameuse étude de l'INSEE en 2007 sur l'évaluation des psychothérapies. Comment envisagez-vous d'aborder la différence de mise en valeur des objectifs thérapeutiques selon le modèle théorique? Exemple, il est central en TCC, très explicité aux patients par l'analyse fonctionnelle et le contrat thérapeutique. Or, il devient plus implicite en psychanalyse, notamment entre le manifeste et le latent. Je vais faire court et simple. Ça dépendra du lieu où on est. Étant donné que c'est eux qui vont mettre en place les techniques thérapeutiques et que c'est eux qui vont définir les objectifs, ce sera par rapport à cette pratique-là dans ce lieu-là. Vu qu'on est là pour évaluer les effets inattendus dans un cadre psychothérapeutique donné, on va faire selon ce qui est fait sur le moment. Nous, ça nous a paru important de poser la question des objectifs, notamment parce que dans effet inattendu, il y a attendre. Donc, on veut savoir quelles sont les attentes qui ont été créées à la base. Toute la construction de comment s'est construite l'attente du suivi. Et donc, ça se fera selon le lieu pour voir comment eux ont abordé cette question de l'attente avec des patients en début de suivi pour savoir quelle est la place des objectifs dans le suivi, pour savoir quelle est la place des effets inattendus dans le suivi. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais peut-être qu'elle répondra. Merci à vous.